Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Math en Asie. Aujourd'hui, nous allons explorer de multiples actualités autour du spatial asiatique, où nous allons parler d'une mystérieuse navette chinoise, d'une mission lunaire de la Corée du Sud et bien plus. Mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous avez des questions sur l'industrie spatiale asiatique, que cela soit lié ou non à la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai heureux d'y répondre. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Dans l'espace, le taïkonaute Tsai Tzu-che, à bord de la station spatiale depuis 2 mois, a servi de cobaye en passant une phase de sommeil d'essai au sein du nouveau module Wentian. De plus, via l'émission Tiangong TV, nous avons appris qu'au cours de la semaine du 1er août au 7 août, que l'équipage Tianzhou 14 a commencé à travailler sur les systèmes de contrôle de l'environnement du module. Et nous avons également appris que l'équipage a débuté le déploiement des équipements pour le laboratoire. Puis en début de semaine, l'équipage a installé sur Wentian un gyroscope d'une masse de 170 kg livré par le cargo Tianzhou 4. A noter qu'un autre gyroscope sera installé sur le module lorsque Tianzhou 5 sera là, c'est-à-dire au mois de novembre. Au total, sur ce module laboratoire, il y en aura 6, dont 4 installés au sol préalablement avant le lancement. Toujours sur ce module laboratoire, la CMSA publie une vidéo des essais du bras robotique du module, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce manipulateur aidera les astronautes chinois lors de leur sortie extravéhiculaire, et avec sa longueur opérationnelle de 5 mètres, il peut porter des charges allant jusqu'à 3 tonnes en termes de masse. Mais dans le futur, le petit bras de Wentian et le long bras de 10 mètres de long du module central Tianre vont pouvoir se connecter après l'installation d'un adaptateur qui devrait avoir lieu lors d'une sortie prochainement. Sur Terre, le 4 août, à Taiyuan, dans la province du Shenxi, la CASC, l'entreprise nationale, a lancé avec succès une longue marche 4B. Le lanceur déploie avec succès le satellite Gomeng, qui est destiné à la surveillance de l'environnement, des puits de CO2 ou encore des émissions de dioxyde de carbone du pays, et d'autres tâches lui sont assignées bien évidemment. De plus, 2 autres petits satellites étaient à bord de la fusée, dont le satellite Menreng Youngster, construit et développé par des élèves d'école primaire et du secondaire, avec l'aide de l'Académie de technologie des vols spatiaux de Chiangrai, donc la SAST, une filiale de la CASC. On retrouvait également à bord de ce lanceur un satellite commercial du nom de HED 2G, construit par la SAST, mais qui a comme opérateur l'entreprise HED Aerospace, qui souhaite lancer des services de surveillance maritime à l'aide d'une petite constellation de satellites, à l'image de l'entreprise française Unseen Labs. Dans un second temps, le 5 août, heure de Beijing, depuis le site de lancement de Jiuquan dans la province du Gansu, une longue marche de F a placé en orbite avec succès une navette spatiale. Selon l'agence de presse Xinhua, le vaisseau restera en orbite quelques temps pour, je cite, démontrer les technologies du réutilisable et de l'assistance en orbite. Alors ceci serait le second essai secret d'un véhicule de ce type par la Chine, et nous savons que cette navette viendra atterrir sur une piste en Chine, certainement en Mongolie intérieure. Alors bien évidemment, ce lancement est classé top secret, mais il serait certainement lié à un projet de drone spatial de la même catégorie du X-37B américain de Boeing. En tout cas, ce jeudi, une vidéo sortira sur les armes anti-satellites où je parle notamment du X-37B, mais également de la station spatiale Tiangong comme future arme anti-satellite. Le lien de la vidéo est en description. Et sur une autre rive, sur celle du privé, le groupe Suzhou Daotiang, qui se nommait avant Suzhou Daotiang Sun, qui était d'ailleurs réputé pour fournir le marché chinois en gâteau de lune lors du festival de la mi-automne grâce à sa chaîne de pâtisserie, a fait une annonce plutôt particulière. En effet, face à la concurrence, le groupe, en collab avec la China Space Foundation, prévoit de faire voler ses gâteaux de lune à bord d'un vaisseau suborbital portant le nom de sa marque. Bien évidemment, dans un objectif de marketing et de com, vu que le festival approche. Plus précisément, ce vaisseau sera fourni par la société chinoise AZ Space, et ensuite, on ne sait rien. Du point de vue juridique, la firme de Jiangsu a dû laisser le nom de marque Daotiang Sun à l'entreprise basée à Pékin, tout en lui reversant des dommages et intérêts il y a quelques années. Donc ouais, on parle vraiment d'une guerre entre 2 industriels qui va s'étaler jusqu'à l'espace. Dans cette dernière partie, nous allons décoller pour nous diriger vers l'Inde, où l'agence spatiale indienne, l'ISRO, a lancé depuis le complexe de lancement de Sriharikota son nouveau micro-lanceur SSLV pour la première fois. Cette fusée à propergol solide est composée de 4 étages, dont d'un étage orbital à propergol liquide. D'une hauteur de 34 mètres et d'un diamètre de 2 mètres, SSLV peut déployer en orbite terrestre basse 550 kg de charge et 300 kg sur une orbite héliosynchrone. Alors bien sûr, tout cela est suffisant pour les missions qui lui sont attribuées, c'est-à-dire placer de petits satellites en orbite. Ainsi, le 7 août, la fusée a décollé avec succès, les étages 1, 2 et 3 se sont séparés, mais à l'allumage de l'étage orbital, les équipes au sol ont perdu la liaison télémétrique de l'engin. Néanmoins, selon l'agence,
Le fonctionnement des étages 1, 2 et 3 était nominal. Par contre, le dernier étage a rencontré une défaillance de capteur. Cette défaillance a amené l'étage orbital à placer les charges sur une orbite elliptique de 356 km sur 76 km au lieu d'une orbite circulaire de 356 km. Ainsi, les satellites ne sont plus utilisables et seront perdus. Prochainement, l'agence va publier un communiqué amenant les problèmes à résoudre pour le second essai de cette fusée. Par conséquent, parmi cet échec, l'ISRO a perdu le satellite indien d'observation terrestre EOS-2. Pendant ce temps aux États-Unis, le 4 août, heure de Cap Canaveral, SpaceX a envoyé la sonde sud-coréenne KPLO via sa Falcon 9. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette sonde est aussi nommée Danuri et elle est issue du programme d'exploration lunaire CLEP de l'agence spatiale sud-coréenne KARI. Alors Danuri se placera sur une orbite polaire à 100 km d'altitude de la Lune et elle est destinée à récolter des données importantes pour développer et améliorer les capacités technologiques de la Corée du Sud. D'une masse de 550 kg en sortie d'usine, elle comporte plusieurs instruments qui lui permettront de cartographier les ressources lunaires ou encore d'étudier la géologie de la Lune, mais également l'environnement spatial dans sa globalité. En tout cas, on regarde attentivement sa traversée jusqu'à la Lune, tandis que son arrivée est prévue pour mi-décembre 2022. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la mission Danuri fait partie de la première phase du programme CLEP, et en 2025 pour la phase 2, le KARI lancera via son nouveau lanceur KSLV-2, ou aussi nommé Nuri, un atterrisseur qui transportera un rover lunaire qui aura comme objectif d'explorer notre satellite naturel. En tout cas, si vous souhaitez voir sur la chaîne une vidéo consacrée au spatial sud-coréen avec son passé, son présent et son futur, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Du côté de la Russie, le 1er août, le lanceur Soyouz 2.1 Volga a été lancé avec succès depuis le cosmodrome de Pletsetsk. Alors cette fusée a rempli sa mission en déployant sur une orbite polaire le satellite Cosmos 2558. Ce que nous savons, c'est que cet engin pourrait surveiller d'autres satellites en orbite tout en effectuant également de la surveillance terrestre, par exemple sur des zones de conflit. En ce qui concerne la politique autour de l'ISS, Yuri Borisov a expliqué sa position sur le départ de la Russie de la Station spatiale internationale aux médias. Il a fait remarquer qu'il avait dit à Vladimir Poutine que la Russie quitterait l'ISS après 2024 et non en 2024, comme certains médias peuvent le dire. Alors ces détails, on l'a déjà exploité, mais c'est quand même un détail plutôt important, vu qu'il nous donne une fenêtre de départ plutôt large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.